Cher ami, bonjour. Est-ce que vous avez remarqué à quel point il est actuellement compliqué de se démarquer de ses concurrents? Est-ce que vous êtes de ces entreprises qui aujourd'hui se disent « ça ne marche plus ». On faisait des choses, on a toujours fait comme ça a toujours marché, mais aujourd'hui les clients ils sont plus difficiles à comprendre, de plus difficiles à convaincre. Et le marché, il est de plus en plus compliqué. On se pose un milliard de questions, on essaye de faire, on teste à droite, à gauche et on se rend compte qu'il faut quelque chose de plus. Mais c'est quoi ce quelque chose de plus? Et pendant ce temps, les marges s'amenuisent, la lutte sur le prix devient de plus en plus importante et les consommateurs aujourd'hui, grâce à Internet, peuvent demander des dizaines de devis. Et on a l'impression que la bataille se fait uniquement sur le prix. Et là, vous êtes là, posté, devant vos produits, devant vos services, devant votre entreprise et vous dites « mais comment je peux faire pour faire comprendre à tous ces gens-là que j'ai quelque chose d'autre à offrir que juste un prix ?» Parce que c'est le cas de toutes les entreprises. Vous imaginez qu'en fin de compte, il y en a toujours un qui est plus intelligent que les autres, qui vend moins cher que vous. Et qu'en fin de compte, dans cette lutte des devis permanents et multipliés, où l'on sonde de 7, 8, 10, 12 prestataires différents, vous pensez qu'il y en a toujours un qui est là et il tire la sonnette de victoire et il dit « ouais, j'ai eu le contrat » et que ça se passe à chaque fois, puisque ça ne se passe jamais chez vous. Est-ce que ça vous parle, ça? En fin de compte, j'ai une chose à vous raconter. C'est que dans 9 cas sur 10, et je dirais plutôt dans 10 sur 10, ce n'est jamais le même qui remporte le marché. Parce que tout le monde souffre exactement de la même problématique. Comment se fait-il qu'on n'arrive plus à vendre des produits que l'on vendait aussi simplement, et je mets des guillemets à simplement, dans le passé? Il se fait qu'en fait, le consommateur est devenu beaucoup plus exigeant. Et ceci sur plusieurs lignes. D'un côté, grâce à Internet, il a accès très facilement autant à vous qu'à tout un ensemble d'entreprises. Donc, d'un simple email, d'un simple coup de fil, il peut accéder à 6, 7, 8 personnes qui font exactement la même chose que vous. À partir de là, comme il a du mal à se dépatouiller, il n'a pas de temps à perdre, il demande des devis, il prend les devis, il les compare et c'est souvent sur le prix que ça se passe. Et à partir de là, vous êtes frustré, vous avez passé du temps, vous avez réfléchi à la question, vous avez donné le meilleur de vous et quand on vous appelle, on vous dit « vous étiez trop cher ». Sauf que vos marges déjà, elles commencent à être trop petites, on ne peut pas aller plus bas. Quelle est la solution? Et là, vous commencez à douter sur votre survie. Cette histoire que je vous raconte, c'est peut-être la vôtre. C'est l'histoire de la plupart de nos clients, l'immense majorité de nos clients, sauf certains. Certains qui ont compris qu'il y a quelque chose qui marque la différence au moment de s'adresser à leur public. Quelque chose qui fait qu'il va exister un engagement entre leurs clients, leurs prospects, leur entreprise, leurs services, leurs produits, voire leur marque. C'est quoi ce quelque chose? En fin de compte, ce quelque chose, c'est une profondeur qu'il est aujourd'hui nécessaire de comprendre au moment de faire une activité marketing et commerciale. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que dans cette vidéo, je veux vous décrire une méthode que nous avons formalisée, modélisée et que nous appelons le Happy Performance Marketing, ou dans la langue de Voltaire, pour un marketing heureux. Un marketing heureux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de 20 ans de parcours. J'ai commencé ma première entreprise il y a fort longtemps, presque 20 ans, et pendant tout mon parcours, j'ai été dirigeant de plusieurs sociétés et je me suis spécialisé dans le conseil en stratégie aux entreprises. Mais je venais d'un milieu particulièrement spécial, et c'était le milieu de la glisse. Quand j'ai créé ma première entreprise, il y avait une seule chose que j'avais en tête. Je voulais surfer les meilleures vagues au monde et dévaler les plus belles montagnes. Sauf que comme j'étais nul, absolument nul, il n'y avait pas moyen qu'on me paye pour être sportif de haut niveau. Donc du coup, il a fallu que je trouve cette petite astuce pour pouvoir vivre mon rêve et que l'on me paye tous les jours pour vivre ce rêve. Et ça a marché. Pendant 15 ans, c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance, sans le chercher, sans le savoir, de me trouver dans une industrie absolument extraordinaire qui a fait rêver des millions de personnes, qui quand j'avais commencé était toute petite, c'était même pas une niche, et qui aujourd'hui pèse plus de 60 milliards d'euros dans le monde. Vous pensez que ceci est arrivé parce que nous étions de superbes dirigeants d'entreprise et de très grands stratèges? Même pas, que nenni. C'est venu parce que nous avions quelque chose qui nous faisait avancer. Il y avait une flamme intérieure qui était plus forte que nous, plus grande que nous, qui faisait que nous allions au-delà de ce qu'étaient les limites et les barrages qui pourraient se trouver devant nous. C'est ce qui fait le succès aujourd'hui d'une marque. Parce que le consommateur aujourd'hui il ne se contente plus comme à l'époque d'un joli logo, d'une jolie pub dans un magazine ou d'une belle image à la télévision entre deux parenthèses de leur film de la soirée. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, le consommateur est devenu beaucoup plus intelligent et surtout beaucoup plus intelligent et exigeant. Il va aller creuser, il va aller demander des choses
qui vont faire, qui va dire « oui, cette entreprise, ce n'est pas ce que je veux. Cette entreprise me ressemble. Cette marque est comme moi. Cette marque mérite que je lui donne non pas mon argent, mais mon temps et une partie de moi. » Alors comment fait-on pour organiser, pour créer ça? Je l'ai appris pendant 20 ans. J'ai eu la chance, d'abord dans l'industrie de la glisse, ensuite dans l'industrie de l'outdoor et ensuite dans l'industrie du sport, de travailler avec certaines des plus grandes marques au monde. Et avec elles, nous avons travaillé des stratégies, nous avons réfléchi des approches, mais surtout nous avons fait quoi? Nous avons transporté nos clients, nous avons transporté notre public vers quelque chose de plus grand et c'était un rêve partagé. Donc tout ça, vous allez me dire, c'est des grandes paroles, etc., etc. Mais j'ai encore une deuxième histoire à vous raconter parce qu'à un moment donné, ça marchait tellement bien dans mon entreprise que moi-même, je me suis perdu dans ce rêve-là. Et je me suis vendu. Je me suis vendu à des projets, à des entreprises, à des objectifs, des économies ultra financiarisées portées par les fonds de pension en bourse, etc., etc. Et en peu d'années, j'ai explosé littéralement en vol. Et j'ai fait un burn-out. Un burn-out sévère accompagné d'une expérience de mort imminente. Et quand vous vivez quelque chose comme ça, ce n'est pas juste pour vous raconter l'histoire du mec qui a vu la Vierge, c'est juste pour vous dire que quand vous sortez de là, que vous êtes à l'hôpital, il y a une question que vous vous posez et qui est lancinante. Pourquoi je fais ce que je fais? Et surtout, au service de quoi je me mets? Qu'est-ce que je fais chaque matin et qu'est-ce que j'alimente? Qu'est-ce qu'alimente mes entreprises? Et à ce moment-là, je vois clairement qu'il y a un barrage très clair qui sépare une partie des entreprises pour lesquelles je travaille et une autre partie des entreprises pour lesquelles je travaille. Et cette ligne sont des sociétés qui sont là juste pour vendre, juste pour vider le portefeuille des personnes qu'ils ont en face, et d'autres sociétés qui sont pour amener quelque chose de plus grand qu'elles. Des sociétés qui s'inscrivent dans un pourquoi qui les transcende. Des sociétés qui veillent à une seule chose, laisser une empreinte positive dans le monde dans lequel elles existent. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Parce qu'après, quand je compare ces deux, je vois mon degré d'épanouissement. Et vous comprenez maintenant pour un marketing heureux. Et je me rends compte que pour celles qui étaient là que pour vendre, qui avaient des techniques ultra poussées, ultra avancées et qui vendaient beaucoup, je n'aimais pas travailler pour elles. Je n'aimais pas ce que je faisais. Et pire encore, je n'aimais pas les gens pour lesquels je travaillais. Et quand je regardais les autres, là je kiffais, là j'étais à fond, là j'adorais ce que je faisais. Et moi j'étais juste dans les coulisses, je regardais les consommateurs derrière que nous avions en face et il suffisait de voir leur regard pour se dire qu'ils étaient au-delà de l'acte d'achat, qu'il se passait absolument quelque chose de magique dans leur quotidien quand ils rentraient en connexion avec ces entreprises. Et au milieu, il y avait une ligne qui les démarquait très clairement. Celle-ci, d'un côté, avait juste à vendre. Elle s'en foutait littéralement de l'après. Ce qui était important, c'était la vente du produit, les marges avec lesquelles on vendait et les volumes qu'on allait vendre. Celle qui était là se préoccupait de choses qui allaient encore plus loin. À partir de là, moi je suis sur le lit d'hôpital et je me dis chaque matin, quand je me lève, au service de quoi je me mets? Chaque matin, je me suis dit, si je me lève, je voudrais me lever et faire quelque chose de positif. Je veux laisser une empreinte positive, que ma vie ait un sens. Parce que ça ne sert absolument de me lever le matin et aider des sociétés à vendre dont le seul objectif, c'est de vider le portefeuille de leurs clients. À partir de là, je me suis intéressé à tout ce groupe-là. Je me suis intéressé à ces 20 ans de rêve que j'avais vécu. Mais sans me rendre compte, tout simplement, je m'y étais trouvé. Et je me suis dit, mais qu'avons-nous fait pour vivre ça? Qu'avons-nous partagé? Voilà ce que je partage aujourd'hui avec vous. Ce ne sont pas juste des grandes paroles, des grandes histoires de la philosophie d'entreprise. Ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 20 ans que l'on me paye pour être dans la pure efficience commerciale et marketing. Et on continue à le faire aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je suis dans le concret. Mais par contre, il a fallu que je modélise cette vision quelque part, je dirais presque, féerique, pour certains, voire même utopique, mais que nous vivions au quotidien, que j'arrive à la modéliser parce que je me disais, il faut que je sois capable d'extraire ce vécu, de le mettre en boîte et de pouvoir l'expliquer pour qu'une personne qui désire faire partie de ces gens-là puisse suivre le parcours de A à B, qui soit la transformation de son entreprise, qu'il devienne une entreprise inexistante, dans une sorte de flou, de standardisation, de un de plus, pour devenir quelqu'un d'unique. Et de ce qu'on appelle aujourd'hui, un terme très à la mode, une love brand. Quelque chose qui va faire bouger des dynamiques, quelque chose qui va faire bouger les hommes et les femmes avec lesquels ils s'adressent.
Bien, vous me suivez? Voilà exactement de quoi parle aujourd'hui le Happy Performance Marketing. En fin de compte, c'est mettre le marketing et les efforts commerciaux au service de votre entreprise, de votre rentabilité, de votre chiffre d'affaires, mais aussi, écoutez-moi bien, au service de votre épanouissement, au service de l'épanouissement de vos salariés, au service de l'épanouissement de vos clients et au service de l'épanouissement de vos parties prenantes. Et quand vous êtes arrivé à aligner tout ça, je peux vous dire une chose, je n'aimerais pas être l'un de vos concurrents parce que c'est un rouleau compresseur qui va lui rouler dessus. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, de quoi parle-t-on quand on parle de Happy Performance Marketing? On parle d'un parcours qu'il faut suivre et qui va vous amener à vivre ces transformations. Et le long de ce parcours, vous allez vivre des moments marquants dans l'humain, mais aussi dans le développement de votre marque, de vos produits, de vos services et de votre entreprise. Est-ce que vous êtes prêt à me suivre dans le Happy Performance Marketing? Vous êtes là avec moi? Alors je vais vous l'expliquer. 9 étapes en 3 grandes couches. Première grande étape, on va s'occuper des fondations. C'est ce que nous appelons le cœur des fondations. Et là déjà, je vais vous montrer qu'il y a un gros changement de paradigme dans l'approche que nous avons par rapport à comment on fait du commerce et du marketing traditionnellement et comment nous, on le fait grâce au Happy Performance Marketing. Deuxième étape, je vais vous parler de la structure de l'entreprise, une structure épanouissante, ce qu'il est nécessaire de faire pour structurer quelque chose de solide au-dessus des fondations. Et troisième étape, ce sera la performance que nous appelons heureuse. Chacune de ces étapes a 3 étapes. 1, 2, 3. Quand vous passez les 3, vous passez à la suivante. Condition sine qua non. Si les fondations n'existent pas, ça ne sert à rien de construire votre maison. Si votre maison n'existe pas, ça ne sert à rien de construire le toit. Vous me suivez? Alors attaquons-nous aux fondations. Le gros changement dans notre approche, c'est que dans le passé, quand on réfléchissait à vendre, quand on réfléchissait à promouvoir, on pensait à une seule personne, le consommateur, le prospect ou le client. C'est tout. Le reste de l'environnement écosystémique, on ne se posait pas de questions. Et on y allait. Tout simplement, on y allait. Et souvent, un peu à droite, à gauche, dans une sorte de flou énorme, on allait lancer des opérations, des stratégies. Même nous qui étions dans le conseil stratégique, on faisait ça. Oui, la plupart des stratèges font ça. Ils testent beaucoup, beaucoup. Bien. La première étape, c'est comprendre qu'il y a un écosystème. Mais avant de le comprendre, c'est quoi les indicateurs sur lesquels vous allez vous appuyer? Donc, étape numéro 1, c'est définir un business plan qui vous permettre d'aller d'un espace de flou à un espace de clarté. Et je ne suis pas en train de vous parler les gros business plans à l'époque avec des érudits qui ont fait 18 doctorats, etc. Non, 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 non. Je vous parle d'un business plan tout simple qui va juste montrer une ligne à suivre depuis le très court terme, c'est-à-dire la semaine prochaine, jusqu'au long terme, 3 ans. Et aujourd'hui, dans le monde qu'on existe, 3 ans, c'est de l'ultra long terme. OK? Donc, on va définir d'abord comment on va évoluer dans le ultra court terme, la semaine, le mois, les 3 mois, l'année, les 3 ans, et comment nos indicateurs de performance vont évoluer. Et il y aura bien évidemment des indicateurs quantitatifs, chiffre d'affaires, marge, etc., nombre de produits vendus, et aussi des indicateurs qualitatifs, notoriété, etc., etc., mais aussi épanouissement. Parce qu'il faudra à un moment donné commencer à se poser des questions et de se dire comment vais-je faire pour que mon client soit content si moi je ne suis pas content, si mes salariés ne sont pas contents. Vous me suivez? Bien, ça c'est l'étape numéro 1, c'est le business planning. Ensuite, je passe à l'étape numéro 2 et là on a le vrai changement de paradigme dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que nous sommes dans un écosystème et que pendant des années on a vu juste le client comme seul objectif, le seul individu auquel on s'adresse. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, le big data, on le connaît par cœur. On sait faire des choses absolument extraordinaires. Mais personne ne fait rien avec le restant de l'écosystème. Mais est-ce que vous saviez, et je suis sûr que vous le savez, que vos salariés, vos parties prenantes, par exemple votre banquier, ils ont beaucoup plus de possibilités de faire couler votre boîte que vos clients. Alors que faites-vous pour qu'eux soient contents et au service de la mission de l'entreprise? Vous me suivez? La deuxième étape, ce que l'on va faire, on va voir quels sont les points de contact qui existent avec l'entreprise dans l'ensemble de son écosystème. Qui interagit et qui influence mon entreprise dans sa marque, dans sa notoriété, dans ses résultats commerciaux, etc., etc.
Et après, on va voir quels sont les moments où je rentre en contact avec qui. Première étape de compréhension du tissage de cet écosystème. Ça, c'est l'étape numéro 2. Mais ensuite, je vais transformer ma logique dans une logique qu'on appelle centrée utilisateur. La différence avec une logique centrée utilisateur et centrée produit ou centrée entreprise, c'est qu'au centre de mes réflexions, je vais avoir la personne à laquelle je m'adresse et ce qu'elle vit dans sa tête. On va rentrer dans la conversation que l'individu a dans sa tête et comment il vit un passage d'un endroit où qu'il ne veut pas vers un endroit où il veut être. D'un côté, il va avoir ses peurs, ses doutes, ses frustrations, ses douleurs, et de l'autre côté, il va avoir ses désirs, ses envies, ses rêves, ses aspirations. Et entre les deux, il va se passer quelque chose, on appelle ce quelque chose une transformation. Ça, c'est une logique centrée utilisateur. Une logique centrée produit, c'est d'écrire les caractéristiques techniques de votre produit. Tout le monde s'en fout. On va s'endormir. Oui, j'ai ça et ça et ça. On passe. Une logique centrée marque, tout le monde s'en fout. Ouais, ma marque elle est super, on a la super cool attitude, on s'en tamponne, excusez-moi, mais le consommateur ne veut plus rien savoir de ça. Le consommateur, il veut que vous lui parlez de lui. OK? Mais sauf que nous, on ne réfléchit pas que consommateur, on réfléchit écosystème. Chaque personne qui est en interaction avec l'entreprise ne pense qu'à une chose, c'est les transformations qu'elle va vivre. Alors comment allez-vous agir? Comment allez-vous interagir pour que ces transformations amènent quelque chose de positif? C'est toutes les personnes, je souligne, chez toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien. Toutes ont un effet sur votre chiffre d'affaires, toutes ont un effet sur votre marge, sur votre résultat, etc., etc. Mais aussi sur votre bien-être et votre épanouissement. OK? Donc là, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ce sont les logiques de transformation. Troisième étape, une fois que j'ai défini mon écosystème, c'est de voir quelles sont les logiques de transformation qui touchent toutes ces personnes-là. Comment je peux les influencer positivement, de façon à ce que, plutôt que d'être dans un flou, je rentre dans une évidence et je dise, ben oui, cette personne, elle est hyper importante dans mon écosystème. Et en faisant A, B, C, je sais que je peux la mettre, la rallier à mon histoire d'entreprise, à mes objectifs. Bien, là, nous construisons les fondations. D'abord, je fais un business planning. Ensuite, je modélise mon écosystème, je prends conscience qu'il existe. Et après, je me pose des questions sur les transformations positives de cet écosystème dans son ensemble. Ça, ce sont les fondations. Première prise de conscience. Ensuite, je vais travailler la structure. La structure que nous appelons épanouissante. La première étape là-dedans, c'est de me poser la question de mon identité. Avant, pour avoir une identité, il suffisait d'avoir un logo. Un logo qui soit cool. Il suffisait de ça pour vendre. Un joli logo, une jolie charte graphique, des bâtiments qui en tapent un peu, et il suffisait de ça. Aujourd'hui, c'est aussi, hélas, fini. Il ne suffit plus d'avoir un joli logo, des jolies couleurs et une jolie voiture pour que le consommateur lui dise « Waouh, cette batte, elle adore, je l'adore, elle est cool ». Non, 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 il faut aller encore plus loin. La notion d'identité est quelque chose que les entreprises ont du mal aujourd'hui à comprendre parce qu'elle s'arrête à des choses excessivement basiques. Mais le consommateur, lui, va encore plus loin. L'identité, c'est ce qui va faire qu'un individu va se rallier à votre cause, qui va se sentir identifié à vous et qui va vous considérer comme une partie intégrante de son quotidien, de sa vie. C'est quelque part, il vous dit, vous êtes un peu comme moi, alors je vous accompagne dans votre aventure. Donc, quand vous faites ce travail sur l'identité, vous allez voir comment sont incarnées vos couleurs d'un côté, mais aussi votre raison d'être, vos valeurs, votre style de vie, votre culture. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes différent? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vos salariés, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils sont fiers d'être chez vous et qu'ils n'ont pas envie d'aller chez le concurrent? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont épanouis et quand ils rentrent, ils parlent de votre entreprise comme si c'était eux-mêmes? C'est ça l'identité. Donc ça a beaucoup plus de profondeur que juste un logo ou une jolie publicité dans un magazine. Donc ça, ce sera la quatrième étape. Comme ça, vous allez vivre une transformation, vous allez arrêter d'être un standard, une boîte de plus qui produit des produits de plus et qui sont du tout venant ou qui ont du mal à se différencier du reste parce que la concurrence est trop importante, pour devenir unique. Parce que des comme vous, il n'y en a qu'un. Et c'est vous, c'est votre entreprise et c'est votre histoire et il n'y en a qu'une. Et c'est à vous de la raconter, c'est à vous de la faire vivre ensemble avec l'écosystème que nous avons identifié dans les fondations. Ça, c'est l'identité. L'étape suivante, c'est bien évidemment, il va falloir passer à l'action.
Donc, quels sont les outils de transformation que vous allez utiliser? Pour éviter d'être dans le système D, je vais faire ci, on va tester un petit peu à droite, on va tester un petit peu à gauche, on va voir si les réseaux sociaux ça marche. Derrière, on va faire une petite opération avec ce client parce qu'il est important, bon, il est sympa, allez, on va faire quelque chose avec lui, il nous fait du bon chiffre. Ah tiens, il y a le fournisseur qui nous a appelé pour nous faire une promotion, ouais, pourquoi pas, tiens, on a une offre de bouclage avec le magazine, tiens, allez, on va y aller. Arrêtons. Système D. Allez avec quelque chose qui vous permet de savoir exactement qu'est-ce que c'est ce dont vous avez besoin pour amener des transformations positives. Créez-vous une boîte à outils et c'est votre boîte à outils parce qu'il n'y a pas de formule miracle. On peut vous présenter plein d'outils possibles. Vous, tel que vous êtes, comme vous êtes câblé, certains de ces outils seront les bons pour vous. Alors vous les prenez et on va vous aider à choisir ces outils, qu'ils soient efficients en termes de résultats, mais aussi en termes d'investissement. Parce que hélas, nous sommes dans un monde où on a de moins en moins d'argent à investir, donc il nous faut de plus en plus d'efficience et surtout du retour sur investissement. Donc vous aider à choisir les bons outils pour amener des transformations positives auprès des personnes qui influencent votre entreprise. Là, nous sommes à l'étape 5. Ensuite, nous allons passer à l'étape 6. Et là, on va se retrousser les manches et on va lancer notre révolution. On va passer à l'action. Quel est le plan d'action que je vais mettre pour aboutir au résultat que j'ai mis en étape 1 dans mon business plan? Vous me suivez? Bien. Là, quand je vais aller d'une entreprise qui est réactive, où tout simplement il se passe des choses, tiens, attends, j'ai reçu un coup de fil, il faut qu'on fasse ci, ouais, et on est tout le temps dans l'urgence, à être une entreprise proactive. J'ai un business planning, j'ai étudié mon écosystème, je connais parfaitement mon identité, j'ai bien évidemment identifié les outils de transformation et maintenant, voilà ce que je vais faire. Je me donne une ligne de conduite parce que je sais que j'ai des résultats à atteindre puisque je me le suis défini dès le départ. Ça, c'est la 6e étape qui va finaliser la structure épanouissante. Et maintenant, nous passons aux 3 dernières étapes, celles qui vont nous donner la performance heureuse. Jusqu'à maintenant, vous avez vu, on était juste en train de faire le squelette. Et c'est ici que là, on va donner une consistance puissante à ce que nous allons faire dans notre marketing et notre approche commerciale. La 7e étape, c'est tout simplement la performance marketing digital. On en parle depuis des années, la performance numérique, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ok, ça fait 20 ans qu'on travaille ça. Mon premier site internet, je l'ai fait en 1999 pour la marque de chaussures américaine Sebago. Depuis, on en a vu des transformations, on en a vu des révolutions, on a fait des centaines de sites internet, on a réfléchi à une pléthore de stratégies numériques. Et aujourd'hui, pour aller au bout de nos connaissances, on s'est entouré des meilleurs, absolument des meilleurs. On est allé chercher les principaux gourous du marketing et du web marketing aux États-Unis, en Europe, et on a travaillé directement avec eux pour sortir l'essence et se dire, ok, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour avoir des entreprises performantes sans investir des centaines de milliers d'euros et pour gagner notre croûte? Parce qu'Internet est un passage excessivement disruptif dans le quotidien des entreprises pour l'ignorer. Donc, étape numéro 7, allez me poser la question de quelle est ma performance dans mon marketing digital. Comment vais-je faire pour utiliser Internet pour favoriser les ventes, les marges et le développement de mon entreprise? Étape numéro 8, du tout digital, bien évidemment, trop d'entreprises ont oublié que pendant des millénaires, nous avons quand même fait du commerce sans Internet. Du coup, on a eu tendance à oublier qu'il existe des techniques de communication et de vente qui ont fait leurs preuves pendant des siècles et que nous pouvons aussi exploiter. Et comment nous allons mettre le numérique au service de la 7e étape, c'est-à-dire une performance marketing physique. Parce que je vais vous dire, le nouveau consommateur, il a pris l'habitude de pouvoir contacter des gens à l'autre bout du monde, il a pris l'habitude il sait l'automatisation, il sait que oui, Internet, d'accord, il sait les bots, les trucs, il connaît maintenant. Il sait qu'il y a plein de machines qui décident à sa place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut un homme, il veut une femme, il veut un individu en face de lui qui lui parle. Quelqu'un avec lequel il puisse interagir. Et même les pure players qu'on appelle, ceux qui ne vendent que sur Internet, sont en train de revenir à la case traditionnelle du commerce brick and mortar, comme on l'appelle, c'est-à-dire le lien physique avec les individus parce que c'est l'exigence qui leur est demandée. Donc maintenant, après 10 ans de s'être préoccupé que de performance digitale parce que c'était la grande mode, nous, on va vous amener à vous dire attention, bien évidemment, on va travailler la performance digitale, mais ça ne jamais oublier qu'il y a une performance concrète,
réelle, réaliste, qui est d'ailleurs celle dans laquelle vous êtes inscrit tous les jours quand vous allez au bureau, et c'est le marketing physique. Et ça, c'est la 8e étape. Mais jusqu'à maintenant, il nous reste l'étape 9, qui est la pierre angulaire de ce Happy Performance Marketing. Et c'est l'engagement. Comment vais-je faire quand je fais tout ça pour créer de l'engagement? C'est ça le secret. Une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir aller encore plus loin et créer des dynamiques de groupe épanouissantes, qui s'inscrivent dans un pourquoi qui vous dépasse, qui s'inscrivent dans un pourquoi qui fait vibrer une flamme intérieure, qui donne envie à chaque individu de se lever le matin et de travailler pour vous, qui donne envie à chaque individu de venir et acheter vos produits, parce qu'ils représentent quelque chose de beaucoup plus grand que juste un acte d'achat. Comment pouvons-nous faire pour faire ça? Pendant toutes ces dernières 20 années, nous avons travaillé avec certaines des plus grandes entreprises qui ont excellé dans ce domaine-là. Nous avons travaillé directement avec leurs dirigeants. Nous avons travaillé directement avec leur département marketing. Et fort de ces 20 années d'expérience, on a pu extraire ces formules magiques qui ne sont pas de l'ordre du marketing, qui ne sont pas de l'ordre du commerce, qui sont de l'ordre de la dynamique des groupes. Et c'est là un énorme changement de paradigme aussi. Comment fait-on pour mettre toutes ces étapes que je vous ai décrites au service d'une dynamique de groupe engageante, épanouissante, et qui parle à quelque chose de beaucoup plus grand qu'un acte d'achat, qui parle à quelque chose qui est le cœur des individus. Et c'est pour ça qu'on parle de Happy Performance Marketing. C'est pour ça qu'on parle de marketing heureux. Parce que tout le monde qui rentre au contact de l'entreprise le devient. Parce que ce que l'on commerce, ce n'est pas des produits, ce n'est pas des services, ce ne sont pas des objectifs de marche. Ce que l'on commerce, c'est un sourire. C'est ce que l'on garantit à nos clients, un sourire. Parce que quand un écosystème est épanouissant, ou que vous regardiez dans la nature, il grandit, il se développe. Et c'est ce que nous recherchons avec cette méthode. Nous vous avons concentré ici 20 ans d'expérience. Non pas des tests et des idées qu'il faudrait tester, non, 20 ans mis en pratique, 20 ans qui fonctionnent au service d'une performance marketing, d'une performance commerciale, mais surtout au service de l'humain. Parce que c'est ça le grand paradigme que change le Happy Performance Marketing, c'est que nous ne mettons pas un produit, un objectif financier, nous ne mettons pas une entreprise au centre de l'équation, on met des hommes. On met un cœur et notre cerveau se met au service de ce cœur-là. Si vous voulez en savoir plus, si vous pensez que le Happy Performance Marketing est quelque chose qui peut servir à votre entreprise, si vous êtes prêt aujourd'hui à aller vers ce mouvement disrupteur qui est de changer qui vous êtes pour faire quelque chose de plus grand et créer un véritable engouement dans tout votre écosystème pour que chaque jour, quand vous vous levez, vous êtes heureux d'aller travailler, si vous pensez que c'est ça que vous recherchez aujourd'hui pour pérenniser votre entreprise et surtout le sourire qui vous marque le visage et celui de vos collaborateurs et celui de vos parties prenantes et celui de vos clients, si vous pensez que c'est pour vous, appelez-nous. Contactez-nous, nous échangerons davantage sur vos besoins. Écrivez-nous un email ici dessous, appelez nos équipes et nous échangerons. Vous êtes ici dans les locaux de l'agence HO5, vous travaillerez avec moi, vous travaillerez avec mes équipes et ensemble, nous ferons partie de cet écosystème pour qu'au bout du compte, ce que l'on aura partagé, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un business plan, c'est une aventure humaine. Avec vous et toutes les personnes qui font partie de votre écosystème. Si vous êtes prêts, on parle de Happy Performance Marketing. À très bientôt.